d'Afrol et je suis très heureuse d'appeler Lina qui va nous présenter donc une neurologue, comme vous le savez, à la Petite-Salpêtrière, qui est très impliquée dans la prise en charge des maladies rares et qui est aussi très impliquée dans la recherche médicale, qui est membre très actif de notre conseil médical et qui va nous présenter un projet imminent d'essai thérapeutique. Merci David. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci au comité d'organisation de m'avoir permis de vous présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur, parce que vous allez voir ça, voilà, c'est une idée qui a jailli il y a déjà quelques années et qui enfin va pouvoir voir le jour d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Et donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler d'un essai thérapeutique qui va commencer pour les patients atteints de syndrome d'Angelman. Un essai thérapeutique qui va être national, donc qui va concerner, vous allez voir, pas mal de villes en France, et qui va consister à tester l'efficacité de la levodopa donc chez des patients atteints d'un syndrome d'Angelman. Donc on n'a pas l'ambition de guérir le syndrome d'Angelman, mais de traiter certains symptômes de la maladie. Et c'est l'objectif de ce PHRC. PHRC, c'est un autre programme, ça veut dire Programme hospitalier de recherche clinique, et c'est juste parce qu'on a obtenu, donc j'avais soumis ce projet dans le cadre d'un appel à projet national par le ministère de la Santé, et donc pour avoir un financement, et donc le projet a été retenu et donc va être financé par le ministère de la Santé dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique. Alors, je ne reviens pas sur la clinique à syndrome d'Angelman, juste j'avais mis une diapositive parce que, comme vous le savez, depuis la description princesse du syndrome en 1965, donc on a fêté les 50 ans du syndrome d'Angelman l'année dernière avec le gène qui avait été identifié finalement en 1997. Donc, je vais passer sur la clinique pour revenir donc sur ce qui nous a motivé à tester la levodopa dans le syndrome d'Angelman. En fait, donc, moi je suis neurologue dans une formation, mais je m'occupe maintenant que de maladies neurologiques d'origine génétique et de maladies neurodéveloppementales comme le syndrome d'Angelman. Et donc dans un congrès aux États-Unis en 2010, il y avait un poster, vous savez dans les congrès il y a toujours des communications orales et des posters, sur laquelle une équipe rapportait le cas de 2 enfants qui avaient un syndrome d'Angelman et qui avaient été traités par les levodopa et qui avaient été considérablement améliorés sous le plan des symptômes. Du coup, à l'époque j'avais fait la bibliographie, il y avait très peu d'articles publiés dans des revues internationales, mais il y avait quand même un article qui parlait pareil, de 2 adultes atteints d'un syndrome d'Angelman et qui avaient très bien répondu à un traitement par levodopa. C'était des adultes qui avaient des symptômes extrapyramidaux, c'est-à-dire des symptômes un peu comme des signes neurologiques comme on peut voir dans la maladie de Parkinson, en dehors de tout traitement qui avait pu induire ces symptômes et qui avaient très bien répondu au traitement par levodopa. Du coup, je vais les regarder un peu, comme j'ai un background aussi un peu scientifique, je vais regarder quel pouvait être le rationnel à l'efficacité de ce traitement sur la physiopathologie du syndrome. J'ai regardé du coup des modèles animaux de la maladie. Vous savez, en génétique, c'est assez pratique puisque quand on a une maladie génétique avec une mutation dans un gène, on peut, dans des modèles murins le plus souvent, parce que c'est des modèles assez pratiques à utiliser, donc des souris ou des rats, aller induire la même mutation chez une souris ou chez un rat, donc la même mutation que ce qu'on voit dans la pathologie humaine, et aller regarder comment déjà si les souris développent des symptômes correspondant à ce qu'on voit chez l'homme, et puis ça permet de tester des molécules chez ces souris et de voir, d'étudier un peu les mécanismes de la maladie. Et donc dans des souris avec une délétion du gène de 3-1, vous savez, c'est ce gène qui est responsable du syndrome d'Angelman, des souris chez lesquelles on a délété ce gène d'origine maternelle, puisque vous savez dans cette maladie c'est le gène d'origine maternelle qui est normalement exprimé, on voit que ces souris elles développent des symptômes qui ressemblent à ce qu'on voit chez l'homme, avec des troubles moteurs, une épilepsie et puis des difficultés d'apprentissage, avec différents tests pour apprécier ces symptômes chez la souris. Et donc chez ces souris, on s'est rendu compte qu'il y avait certains neurones qui dégénéraient, en particulier des neurones de la substance noire, les neurones tyrosine et hydroxylase positifs, et ces neurones sont ceux qui dégénèrent aussi dans la maladie de Parkinson, et la maladie de Parkinson donne des symptômes kinétorigides, et, je ne sais pas si vous savez, mais dans la maladie de Parkinson, le traitement le plus classique, c'est justement de donner de la levodopa, qui est la substance normalement excrétée par ces neurones de tyrosine hydroxylase et qui va donc agir sur les neurones en aval. Et donc du coup, le fait que ces neurones se dégénèrent chez les souris UE3A, ça suggérait que les symptômes moteurs qu'on peut voir chez les patients Angelman soient liés en fait à une atteinte des voies dopaminergiques, c'est-à-dire des voies dépendantes des neurones de tyrosine hydroxylase positifs.
Et il y a eu différents modèles animaux et différentes études qui montraient qu'effectivement, les troubles du comportement qu'on voyait chez les animaux étaient liés à des anomalies de ces voies, des grosses liées, avec une diminution de la libération de la dopamine au niveau de ces voies. Et dans ces modèles, donc c'est un peu plus compliqué au niveau de la physiopathologie, donc je vais résumer un tout petit peu, mais on s'est aperçu qu'il y avait une protéine qui était dérégulée, qui est la protéine CAM-K2, et quand on réduisait la phosphorylation de cette protéine, on pouvait améliorer les symptômes dans ces modèles animaux chez ces souris. Et il se trouve que la levodopa, donc cette molécule qu'on va tester, peut également normaliser la phosphorylation de cette protéine, et c'est de là qu'est venue l'idée de traiter les patients par la levodopa. Alors j'ai un peu résumé, mais... Alors, en même temps que j'avais vu un peu toutes ces études sur la levodopa dans des modèles animaux et ces cas rapportés de patients traités par la levodopa qui avaient été améliorés. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le monde, quand on veut faire un essai thérapeutique, on est obligé de le déclarer sur un site international qui est le site clinicaltrial.gouv. Donc dès qu'on fait un essai thérapeutique qui va débuter, on le déclare sur ce site en disant voilà, quels sont les objectifs, quels sont les patients qui vont être impliqués. Et donc je me suis dit, peut-être que quelqu'un y a déjà pensé et peut-être qu'il y a quelque chose en cours. Et effectivement, sur ce site, il y avait à l'époque un essai de phase 1, donc c'est un essai de safety, c'est-à-dire juste de tolérance et d'efficacité, sur, justement, donc dans une population pédiatrique de patients avec la syndrome d'Angelman, il y avait un tout petit essai dans un hôpital à Boston, avec la levodopa, donc chez des enfants âgés de 4 à 17 ans, de 4 à 12 ans, pardon. Et donc c'était un essai en ouvert, c'est-à-dire que c'était juste un tout petit essai pour voir si cette molécule était tolérée dans cette population d'enfants avec la syndrome d'Angelman, voir quelle dose ils pouvaient tolérer et s'il n'y avait pas d'effets secondaires particuliers. Donc c'est une étude qui a duré très peu de temps, ils ont inclus 17 enfants, ils les ont traités pendant juste une semaine, et puis ils ont fait ce qu'on appelle une escalade de doses pour voir si cette molécule était tolérée dans cette population et quelle dose maximale ils pouvaient utiliser. Il n'y a aucun résultat publié, mais ils ont fait une étude de phase 2 derrière, et donc c'est que, a priori, il y avait eu des effets secondaires importants. J'avais du coup, moi, contacté le principal investigateur de cette étude pour discuter un petit peu avec elle voilà, comment elle avait monté l'essai. Et du coup, on avait échangé à l'époque. Nous, notre objectif, c'était de le faire chez l'adultes. Et donc là, ils ont fait un essai un peu plus important, un essai de phase 2-3. Donc toujours chez les enfants âgés de 4 à 12 ans, donc présentant un syndrome d'Angelman, confirmé par l'analyse moléculaire génétique. Leur objectif était d'inclure 100 enfants. Finalement, ils en ont inclus 73. L'essai est fini au jour d'aujourd'hui. Il a fini à la fin de l'année dernière. Donc il y a eu pas mal de critères d'évaluation qui sont surtout des critères d'évaluation sur le comportement et puis sur des critères de surveillance comme surveillance de l'épilepsie avec des électroencéphalogrammes et puis une surveillance biologique qui est classique dans tous les essais thérapeutiques. Pour le moment, il n'y a pas de résultats publiés. Ils sont en train d'analyser les données, donc je peux pas vous dire aucun résultat sur cet essai. Je ne sais pas si ça a marché ou pas. Il y avait un groupe de patients traités et un groupe de patients placebo, pas traités, pour voir s'il y avait des différences entre les deux groupes. La dose, c'était la dose qu'ils avaient testée dans le tout petit essai de phase 1 avant. C'était la dose maximale qui avait été tolérée. En tout cas, ils ont eu très peu d'effets secondaires, puisque je vous les ai mis à la fin, à part quelques troubles digestifs, un peu de fatigue, quelques troubles du sommeil. Il n'y a eu quasiment aucun effet secondaire d'observer et il y a très peu de patients qui sont sortis de l'essai. Donc c'est que ça a été bien toléré. Après, pour les résultats, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Du coup, à l'époque, moi j'avais émis l'idée de tester cette molécule, mais dans une population adulte. Et donc j'avais déjà fait à l'époque une demande de financement par le biais de la PHRC qui finalement avait été refusée pour différentes raisons, et en particulier par le fait qu'on n'avait mis que 3 équipes et que ce n'était pas un essai national sur toute la France. J'avais également fait une demande de financement à la Fondation de Jérôme Lejeune en 2013, qui elle a été acceptée et qui nous a donné un budget voilà, qui ne permettait pas à l'époque de monter le projet en totalité, puisque le financement était insuffisant, mais qui nous permettait au moins d'acheter la molécule, enfin de fabriquer la molécule et le placebo, parce que vous allez voir, voilà. Malheureusement, la levodopa, c'est une molécule qui est déjà sur le marché pour la maladie de Parkinson. Donc elle est sur le marché, on peut se la procurer à la pharmacie près de chez soi, en sachant qu'il n'y a pas l'autorisation de mise sur le marché, bien sûr, pour le syndrome d'Angelman. L'autorisation de mise sur le marché de levodopa, c'est que pour la maladie de Parkinson. Mais malheureusement, il y a plusieurs laboratoires qui feraient que cette molécule, malheureusement, je les ai contactés, il n'y en a aucun qui veut nous le donner pour l'essai. Donc on va être obligé de l'acheter.
Bon, c'est pas très cher, hein, une boîte de Monopar de 30 gélules, je crois que j'ai regardé, c'est à peu près 10 € par mois, donc ça coûte rien. Ce qui fait que les laboratoires, pour eux, ça coûterait rien de nous le donner, mais bon. J'ai contacté Roche récemment, ils ne veulent pas nous le donner. Et alors du coup, on va être obligé de l'acheter, et le problème, c'est, bon, pas tellement d'acheter le Monopar, parce que finalement, il ne faut pas il ne va pas nous en falloir des quantités très importantes, mais de fabriquer le placebo, puisque vous allez voir l'essai contre placebo, et il faut que le placebo soit fabriqué de façon à ce que ni moi ni vous ne sachiez ce que prend la personne, sinon ça ne sera plus en double aveugle et on ne sera pas objectif pour interpréter les données. Et donc du coup, ce qui va coûter très cher dans l'essai, c'est de fabriquer des placebos qui ressemblent exactement, qui soient la même, d'enrober en fait les gélules de Monopar et de faire des comprimés à côté qui vont avoir le même aspect pour que l'essai soit bien en double aveugle. Et ça coûte, si je vous dis un chiffre, ça coûte à peu près 50 000 €. Et c'est ce qui va représenter à peu près tout le financement que j'avais eu par la Fondation Jérôme Lejeune. Donc, j'avais déjà fait une demande en 2014, je passe à CEPI, qui n'avait pas été acceptée. Et c'était là où la critique était qu'avec 300, c'est un projet national. Et finalement, j'ai obtenu le financement, donc je l'ai su, c'est tout récent, parce que je l'ai su en décembre dernier. Donc on est enfin financé pour ce projet. Donc le protocole va consister, donc c'est une étude de phase 2-3, randomisée en double aveugle contre placebo. C'est-à-dire que pendant 6 mois, les patients vont soit avoir le traitement, soit le placebo, mais ni moi ni vous ne saurons ce que prend le patient. Et après, pendant 6 mois, tous les patients seront traités pour pouvoir étudier l'efficacité et puis surtout la tolérance de la molécule sur un plus long terme. Il faut que les patients qui n'ont pas été traités, qui étaient sous placebo les 6 premiers mois, puissent quand même avoir le traitement à un moment dans l'essai. On va inclure 32 patients. Vous allez voir, il y a beaucoup de centres. Il y a beaucoup de centres en France. Ça va permettre de recruter donc, les patients sur un plan national et que quel que soit l'endroit où sont les patients en France, ils puissent avoir une chance d'être inclus dans l'essai dans une ville proche de leur domicile. Donc la durée d'inclusion, c'est 12 mois, c'est-à-dire qu'on a 12 mois pour recruter tous les patients. Et puis après, il y a 1 an de traitement. Et donc l'essai va durer à peu près, on a mis 25 mois parce qu'il y a 1 mois le temps qu'on valide certains paramètres biologiques, et qu'on vérifie que c'est bien un centre d'enchaînement confirmé. Donc l'essai en tout durera 25 mois. Donc ça, je vous ai résumé donc, les 2 phases de l'essai. Un bras avec la lévodopa, un bras placebo. On augmente le traitement de façon progressive. On ne va pas donner d'un coup une forte dose aux patients. Les traitements, quel que soit le traitement en médecine, il faut le mettre en route de façon progressive pour éviter des effets secondaires. Et puis donc les patients vont rester sous traitement pendant 6 mois ou sous placebo. Et ensuite, de nouveau, il y aura 6 mois de traitement où on refera une escalade de dose puisqu'on ne saura pas si les patients étaient sous placebo ou sous traitement. Et donc, on refait une escalade de dose et il reste 6 mois sous traitement. Donc ça, c'est tous les investigateurs qui vont être associés et toutes les villes qui vont participer à l'essai. Donc, il y a, voilà, vous allez voir, il y a bien sûr Sylviane, Brest, enfin, il y a plein d'équipes. On a essayé d'inclure toutes les équipes qui sont impliqués dans les maladies neurodéveloppementales et qui suivent des patients pour un syndrome d'Angelman. On essaie de tamiser un peu l'ensemble de la France pour que les patients puissent être inscrits partout. Il y a le centre, il y a l'Institut Jérôme Lejeune qui va participer aussi à l'essai avec Isabelle Marais qui travaille dans le service, donc avec moi et à Jérôme Lejeune, et juste pour le recrutement des patients parce que l'essai va se dérouler au centre d'investigation clinique, qui sont des unités dédiées à la recherche clinique dans les hôpitaux. Et donc, il n'y a pas de centre d'investigation clinique à l'Institut Jérôme Lejeune, donc ils vont juste recruter les patients et les adresser dans le centre le plus près de chez eux. Tous les autres centres ont un centre d'investigation clinique et donc l'essai va se dérouler au sein de son investigation clinique. Donc les objectifs, c'est d'évaluer l'efficacité du traitement. Et il faut toujours mettre dans des essais un critère d'évaluation principal. Et le critère qu'on va utiliser, c'est un critère qui a déjà été validé dans les maladies neurodéveloppementales, en particulier dans une autre maladie responsable de déficience intellectuelle qui est plus fréquente, qui est le syndrome de X fragile. Il n'y a pas beaucoup d'essais qui ont été faits dans le syndrome d'Angelman, donc on se base sur des essais qui ont été faits dans d'autres maladies neurodéveloppementales. Il y a eu quelques essais faits dans le syndrome de X fragile, en particulier un essai auquel on avait participé nous, il y a 18 mois, 2 ans. Et donc le critère utilisé était l'efficacité sur une échelle qui s'appelle l'échelle ABC, qui est une échelle de comportement qui s'appelle l'Aberrant Behavior Checklist. Je vais vous montrer un extrait de l'échelle. Et puis après, il y a bien sûr des critères d'évaluation secondaire. L'évaluation de l'efficacité des médicaments sur les symptômes moteurs, avec différentes échelles qu'on utilise nous en neurologie pour apprécier
les symptômes moteurs, une échelle qu'on utilise dans la maladie de Parkinson qui est le PDRS, et une échelle qu'on utilise dans les ataxies qui est l'échelle SARA, et puis d'autres échelles pour évaluer le comportement, et puis bien sûr on évaluera la tolérance avec la surveillance de l'absence d'aggravation ou d'apparition d'épilepsie, et puis une tolérance biologique vérifiée que sur le plan d'amélioration du bilan hépatique, du bilan rénal, il n'y a pas d'anomanie particulière. Donc pour être inclus dans l'essai, que ce soit un patient qui a un syndrome d'Angelman, qui soit confirmé par la génétique. Alors c'est un essai qui va être fait chez des adultes, hein. Il y a déjà un essai en cours chez des enfants, enfin, qui est défini aux États-Unis, donc on ne va pas faire la même chose. Donc les adultes, légalement dans les hôpitaux, c'est 15 ans et 3 mois, dans les hôpitaux adultes, pour voir des patients, et dans les centres d'investigation clinique adultes, c'est à partir de 15 ans et 3 mois, c'est pour ça que ça paraît un peu bizarre, mais c'est ce qui... Voilà, dans les hôpitaux, c'est 15 ans et 3 mois pour être, entre guillemets, considéré comme adulte. Et plus, hein, donc il n'y a pas de limite d'âge supérieur. Il faut que ce soit des patients qui soient accompagnés de quelqu'un qui soit là pour toutes les visites, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'échelles qui sont des échelles de comportement qui sont appréciées finalement par la personne qui vit avec le patient. Et du coup, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse venir à chaque visite et qui bien sûr vive avec le patient pour avoir une idée des problèmes de comportement, des problèmes de caractère. Il y a un consentement qui doit être signé, il ne doit pas y avoir de contre-indication au traitement, il ne doit pas déjà être sous traitement. Du coup, depuis qu'on parle un peu de cet essai, il y a quelques médecins en France qui ont commencé à mettre les patients sous levodopa, les patients Angelman hors AMM, mais c'est quand même un médicament qui est sur le marché, et du coup c'est un peu dommage parce que c'est des patients qu'on ne pourra pas inclure dans l'essai. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres traitements associés, il y a une liste de traitements qui ne pourront pas être associés parce qu'il y a des incompatibilités avec le traitement par le levodopa. Donc les critères d'exclusion, bien sûr, une contre-indication au traitement, un traitement déjà par les levodopa. S'il y a une épilepsie très sévère, pas très contrôlée, c'est sûr que on n'aura pas très envie d'inclure le patient dans l'essai. Voilà, sécurité sociale, pas transparente, des choses assez classiques dans les essais thérapeutiques. Donc le critère d'évaluation principal, je l'ai dit, c'était le score ABC. Alors pourquoi on apporte ce score? Parce que dans des essais thérapeutiques, il faut prendre des scores qui sont déjà validés. Donc c'est un score qui est déjà validé chez les patients avec une licence intellectuelle. Et on calcule avec nos statisticiens, voilà, on s'est dit que le score moyen, on l'a fait passer à différents patients, était de 50. On s'attend à ce que ce score ne se modifie pas sous placebo, qu'il s'améliore de 20 points chez les patients, et du coup on a calculé comme ça qu'avec un risque de première espèce de 5% et une puissance statistique de 90%, il fallait qu'on ait plus 16 patients dans chaque bras, et donc c'est comme ça qu'on arrive au chiffre de 32 patients. Après, peut-être qu'on n'aura pas d'efficacité sur le critère principal, mais sur des critères secondaires. Et vous allez voir, on va essayer de développer aussi d'autres critères d'évaluation un tout petit peu plus quantitatifs, un petit peu plus objectifs que ces critères, ces échelles de comportement qui sont finalement très subjectifs. Alors pour le comportement, on va utiliser d'autres échelles, hein, le social responsive scale, le repetitive behavior scale, et je suis en train de développer, alors, parce que je suis toujours étonnée en consultation quand on voit des patients avec un syndrome d'Angelman, un syndrome X fragile et un syndrome de Rett, de ce qu'ils arrivent à faire sur des petites tablettes. C'est quelques patients qui n'ont pas de langage, quelques mots, et puis finalement avec une tablette, ils arrivent à faire des choses absolument incroyables. Et du coup, je me suis dit, il faut peut-être qu'on les évalue d'une autre façon qu'avec nos échelles de comportement qui finalement sont très très subjectives. Et donc on est en train de mettre au point dans le service des petits tests d'attention sur tablette, qui j'espère seront dans un an, donc on a toute l'année pour les mettre au point pour qu'ils soient validés et qu'on puisse les utiliser dans l'essai. Donc j'ai pas pu les mettre en critère d'évaluation principale, puisque pour le moment ils ne sont pas validés. Mais ils vont être en critère d'évaluation secondaire, et si ce critère bouge, ben voilà. Donc je vais vous en reparler. Donc c'est des petits tests d'attention, mais très ludiques, avec une tablette ou un eye tracking pour les patients qui ne pourront pas servir d'une tablette. Donc qui vont prendre en compte uniquement le regard, et avec des choses un peu plus drôles que des échelles très subjectives. Donc les échelles motrices, on en a déjà parlé, et puis une évaluation globale. Dans tous les essais thérapeutiques, il y a une impression globale d'amélioration ou de sévérité à l'inclusion qui sont cotées par l'évaluateur principal. Donc ça c'est le calendrier des visites, mais c'est un peu compliqué. De toute façon, on vous en reparlera quand l'essai débutera. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est assez confiant sur, enfin je suis assez confiante sur cet essai? Bon, déjà il n'y a pas de traitement spécifique hein, dans le syndrome d'Angelman. Cette molécule, la levodopa, elle est sur le marché depuis 1974. Donc c'est pas du tout une molécule, c'est pas un traitement récent dont on ne connaîtrait rien du tout. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec une molécule récemment à Rouen, par exemple, pour une molécule nouvelle dont on ne connaissait pas tellement le mécanisme d'action. Là, c'est une molécule qui est sur le marché, vous voyez, depuis vraiment de nombreuses années. Donc moi, je suis neurologue de formation, c'est une molécule qu'on utilise en neurologie depuis très longtemps.
Donc je dirais qu'on n'est pas très inquiet de la donner à des patients atteints d'un syndrome d'Angelman, même si ce n'est pas la même population que des patients parkinsoniens. Voilà, on n'est pas très inquiet parce que sa tolérance et ses effets secondaires, ils sont connus depuis très très longtemps. En plus, donc là, elle vient d'être utilisée chez des patients d'Angelman aussi, donc plus jeunes, une population pédiatrique, avec a priori très peu d'effets secondaires. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura les résultats de l'essai aux États-Unis puisqu'il est fini. Donc on saura voilà, si ça a été bien toléré et si ça a été, efficace. Donc pour recruter l'ensemble des patients, voilà, on est assez confiant parce qu'avec 13 centres, normalement, on devrait arriver à recruter notre nombre de patients. Et puis bien sûr, on a l'association LGD. Voilà, maintenant il y a un réseau d'efficience où voilà, où on est tous les médecins, on fait partie du même réseau pour le suivi des patients. On a une filière maintenant de soins dans laquelle voilà, on interagit tous, donc ça devrait voilà, permettre de recruter nos patients. Les visites sont réalisées dans des unités dédiées, je vous ai dit, dans des centres d'investigation clinique. Et donc ça, c'est des unités vraiment dédiées à la recherche, où les patients sont convoqués, où il y a des infirmières dédiées à la recherche, des techniciens dédiés à la recherche. Donc les visites sont très planifiées, il y a un médecin de garde 24 heures sur 24 dans ces centres d'investigation clinique, et ça c'est très important parce que ça veut dire que si votre enfant ou votre grand ado est inclus dans l'essai et qu'il se passe quoi que ce soit, vous pouvez samedi, dimanche, la nuit joindre quelqu'un dans ces centres d'investigation clinique, et s'il ne sait pas répondre parce que c'est un médecin qui est de garde, qui ne connaît pas forcément l'essai, il a les coordonnées pour rejoindre le principal investigateur de chaque essai. Moi, il m'est arrivé dans le cours de l'essai de X fragile d'être jointe un dimanche pour un patient X fragile qui a un problème par le médecin du centre d'investigation clinique. Donc ça, c'est très rassurant, je dirais, pour les patients et leurs familles, de savoir que de toute façon, voilà, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, il y a quelqu'un qui va vous répondre s'il y a un souci avec un effet secondaire du traitement. Alors, je voulais juste insister, donc là, je sors un peu de l'essai, mais sur les problèmes justement des critères de jugement dans des maladies neurodéveloppementales, parce qu'on a été confronté, en particulier avec les essais X fragiles, au fait qu'on a testé une molécule par laquelle on avait l'impression qu'il y avait eu un bénéfice chez certains patients, et effectivement, même les parents nous l'ont dit, on a testé, peu importe, un antagoniste des récepteurs au glutamate chez des patients X fragiles. Il y a eu 2 essais par 2 laboratoires pharmaceutiques différents qui ont été réalisés sur un plan international ces 2 dernières années. Et malheureusement, malgré le fait qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a eu des petites choses qui ont changé chez nos patients X fragiles, en particulier en termes d'attention, de concentration, qu'avec les échelles utilisées, on n'a rien réussi à montrer. Ces essais ont été négatifs sur tous les critères d'évaluation utilisés, ce qui a été très décevant et pour les industriels, parce que voilà, ils ont mis beaucoup d'argent dedans, il y a eu beaucoup de patients inclus. Et du coup, c'est de là aussi où je me suis dit qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui soit beaucoup plus objectif et qui puisse varier avec un traitement dans des maladies qui ne sont pas évolutives, hein, puisque vous savez comme moi, ce sont des maladies neurodéveloppementales, mais finalement, c'est des patients qui vont progresser, et du coup, il faut qu'on arrive à trouver des échelles pour mettre en évidence voilà, une efficacité de notre traitement, mais qui soit plus objectif. Donc ce sont des affections non évolutives qui sont rares, hein, et donc on est confronté aussi au nombre de patients. C'est sûr qu'un essai, je ne sais pas, sur 400 patients, ça va être plus facile de mettre en évidence une efficacité que sur 30, mais malheureusement c'est aussi le nombre de patients. Voilà, on est limité en nombre de patients dans nos maladies rares, qui ont en plus pas forcément la même expressivité, et puis il n'y a pas de marqueur hein, qui varie avec la maladie. Pour vous donner un exemple, voilà, vous testez un médicament dans le diabète, vous regardez la glycémie, si la glycémie baisse en quelques semaines, vous savez que le traitement est efficace. Pour le cholestérol, pareil, vous avez un traitement, le cholestérol baisse, vous savez que c'est efficace. Donc il y a un marqueur qui varie avec la maladie et c'est facile du coup d'apprécier l'efficacité d'un traitement. Là, il n'y a pas de marqueur dans le sang qui puisse nous permettre de dire que s'il baisse ou s'il monte, ça va prouver que notre traitement est efficace. Les critères d'imagerie, c'est compliqué. Alors, en neurologie, souvent, on regarde par exemple des critères IRM. Là, c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire une anesthésie générale à différents temps de l'essai. Et éthiquement, est-ce qu'on prend le risque de faire une anesthésie générale pour faire une IRM? Non, ça ne serait pas accepté par nos comités de protection des personnes. Donc, on n'a pas mis de critères d'imagerie dans ces essais. Du coup, pareil, sur la durée de l'essai, c'est compliqué parce que ce n'est pas des maladies qui s'aggravent. Donc, du coup, on ne sait pas combien de temps faut-il les traiter pour avoir une efficacité. Les essais dans l'X fragile duraient 4 mois. Alors peut-être c'était pas assez long finalement, enfin, donc c'est difficile souvent de savoir le temps. Et puis donc les échelles qu'on utilise actuellement remplies par les dents sont très subjectives. Là c'était juste pour vous montrer, pardon, c'est une maladie qui n'a rien à voir avec le syndrome d'Angelman, c'est une maladie neurodégénérative, qui est la maladie de Huntington. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit en rouge un patient en un an d'évolution de la maladie, il perd, ce qu'on voit, la zone qu'on voit en rouge, c'est les neurones qu'il a perdu en un an d'évolution.
Mais là, c'est une maladie neurodégénérative, et par contre, dans cette maladie, on sait, donc c'est un noyau particulier qui dégénère en premier dans cette maladie, noyau codé, et donc on sait, avec des techniques d'imagerie, que les patients vont perdre à peu près 3% du volume de neurones sur 12 mois. Et donc si on voulait par exemple un traitement qui réduise cette perte de 40% avec un poids statistique de 90%, dans un essai thérapeutique, il faudrait qu'on inclue 90 patients dans chaque groupe. Mais donc ça, ce genre de... ça, on ne peut pas s'en servir, nous, dans Angelman, puisque ce n'est pas une maladie qui évolue. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve un critère de jugement principal qui soit pertinent, qui soit clair, facile à mesurer, reproductible. C'est-à-dire que s'il y a deux évaluateurs différents qui l'utilisent, ils cotent les patients de la même façon, parce que si en plus il y a des différences entre cotateurs, ça va être très compliqué après d'avoir quelque chose de statistique. Et dans notre étude, par exemple, où il va y avoir 13 centres, il faut des mesures qui soient objectives, mais qui ne puissent pas varier subjectivement s'il y a deux évaluateurs différents. Il faut que ce soit éthique, spécifique, unique, et que ça permette de calculer le nombre de patients nécessaires. Alors là, c'est pour juste reparler d'X-fragile. Il y avait un groupe placebo, 3 groupes de patients traités. On a quand même inclus 160 patients. Il y avait le critère principal, c'était l'ABC. Et donc, ils avaient bien calculé combien de patients il fallait qu'ils incluent pour avoir quelque chose de statistiquement significatif, avec une puissance statistique de 80% et un pourcentage d'erreur de type 1. Ils avaient donc calculé qu'il leur fallait 160 patients au total, 80 patients par groupe. Et donc, ils ont inclus 160 patients. Et malheureusement, comme je vous ai dit, on n'a rien, il n'y a eu aucune efficacité. Alors ça, c'est un score qui avait été utilisé, que le Clinical Global Impression of Severity, c'est-à-dire à l'entrée, on cotait le patient pour savoir s'il était normal, moyennement atteint, modérément atteint, très atteint, sévèrement atteint ou parmi les patients les plus atteints, mais c'est voilà, un peu subjectif aussi. Et puis après, s'il y avait une impression d'amélioration, très améliorée, un petit peu, pas de changement, ou au contraire détériorée. Donc ça, c'était des échelles qu'on remplissait. Donc on va aussi utiliser là, hein, mais, parce qu'elles sont validées, mais voilà, qui restent très subjectives. Là, je vous ai mis l'échelle ABC, la Variant Checklist Behavior, qui pour chaque comportement, je ne sais pas si c'est très lisible, mais pour chaque comportement, en fait, la personne qui accompagne le patient va coter si ce n'est pas un problème, c'est un problème peu important, moyennement important ou très important. Des items comme, je ne sais pas, manque d'entrain, est agressif avec les autres, cherche à s'isoler, répète sans arrêt les mêmes mouvements du corps, enfin, voilà, tous ces items. Là, je vous ai mis que la première feuille, mais il y en a 100 et quelques. Donc ça, c'est les échelles actuelles utilisées dans les essais thérapeutiques, dans les maladies neurodéveloppementales. L'échelle de réactivité sociale, par exemple, pareil, on cote si c'est pas vrai, si c'est parfois vrai, souvent vrai ou presque toujours vrai. Donc nous, on donne des instructions aux parents ou à l'aidant quand ils viennent en disant vous cotez en comparant à un adulte du même âge qui n'aurait pas sa pathologie, mais c'est quand même, ça reste très subjectif et le vécu de certains types de comportements peut être très différent. Bon, après vous me direz si c'est toujours la même personne qui cote et s'il y a une amélioration, et bien si elle a coté, je sais pas, très sévèrement et que ça s'améliore, normalement on devrait avoir quelque chose puisque chaque patient est son propre témoin, donc c'est la seule chose voilà, que normalement on devrait pas voir quelque chose. Donc là par exemple, je sais pas, les expressions de soulage de façon passe dit, je sais pas, ne sont pas dans des situations quand d'autres essaient de compliquer lui, en situation de stress, adopte un comportement rigide ou inflexible, et comme ça il y a beaucoup la chose analytique, mais il y en a dans la SRS, il y en a une cinquantaine. Et puis une échelle de comportement répétitif, donc pareil, le comportement ne se produit pas, pose un léger problème, un problème modéré, un problème grave, et donc pareil avec différents items, je sais pas, agiter les mains, revenir, fait des chiffres avec les bois, fait tourner et revolter des objets, tricote ou tape des petits objets, enfin, se frotte ou se gratte des mains sur les bras, les jambes, le visage, se tire les cheveux, se mord, enfin, voilà, différents items comme ça, où on cote de 1 à 3, plus le score est élevé et plus les comportements sont sévères. Alors, donc, avec ces échelles, on s'est posé quand même beaucoup de questions sur pourquoi, par exemple, pour les cellules fragiles, ça avait été inefficace, on n'avait pas pu montrer de l'efficacité. Alors, on s'est déjà rendu compte d'une première chose, c'est qu'il y avait un effet placebo qui était majeur, et rien que le fait de voir les patients régulièrement, qu'ils soient pris en charge du centre d'investigation clinique, qu'ils aient beaucoup de visites, mais quelquefois, rien que le fait d'être pris en charge en soi, ils allaient mieux, en dehors de tout traitement. Et à tel point que du coup, dans les Novartis en particulier, il y avait pendant 1 mois, les patients étaient sous placebo sans que ni nous, ni eux ne sachent à quel moment pendant l'essai, pour justement essayer dans les analyses statistiques après, essayer de supprimer cet effet placebo.
Donc les critères de jugement utilisés, vous avez vu, c'est très subjectif, c'est souvent centré sur le comportement et pas les capacités d'apprentissage. Voilà, il y a un seul symptôme cible. Il y a eu quelques tâches cognitives de fait dans l'essai extragile, mais qui finalement étaient très difficiles, et donc on n'a pas tout compris non plus. Voilà, on s'est interrogé sur la durée de l'essai, la dose, voilà, la cible thérapeutique, c'était une seule cascade moléculaire, enfin, voilà. Et puis une molécule, c'est pas, elle avait été efficace dans un modèle de souris, c'est pas parce qu'elle était efficace malheureusement chez la souris qu'elle le sera forcément chez l'homme. Donc, voilà. Du coup, notre défi, c'est de développer de nouveaux outils qui soient sensibles, objectifs, quantitatifs, qu'on puisse les valider et qui ciblent plus les compétences cognitives, qui soient ludiques, comme je vous ai dit, avec des petits jeux sur tablette, et qui ne nécessitent pas l'acquisition du langage, mais avec donc une approche de stimuli visuels. Et donc, on est en train de développer donc, ces petits jeux sur tablette pour quantifier les troubles de l'attention, et on pourra les utiliser donc déjà comme outil d'évaluation des ressources attentionnelles. On pourra les utiliser comme critères d'évaluation quantitative lors d'essais thérapeutiques, et notre objectif, c'est aussi de les utiliser comme outil de rééducation et de remédiation cognitive, c'est-à-dire que les jeux soient évolutifs et que le patient puisse passer d'un niveau à un autre, puisque comme vous le savez, les patients Jannemann, ils sont capables de progresser tout le temps, et même à l'âge adulte. Et donc il y a des choses qui existent hein, actuellement, moi je regarde un peu comme, je viens d'un neuro, pour les patients Alzheimer par exemple, il y a des tas de petits tests qui existent pour faire de la remédiation cognitive. Il y en a qui ont été développés pour des patients avec des troubles de l'apprentissage, c'est des patients, voilà, c'est des troubles légers et c'est des tests qui sont très compliqués pour des patients, trop compliqués pour nos patients en tout cas. Il y a un petit test qui a été développé avec les petits poissons, que j'ai fait passer, que j'ai testé chez les patients fragiles et qu'on est en train de mettre au point parce qu'il est un tout petit peu compliqué puisqu'il faut cliquer avec la souris, donc on est en train de le mettre au point sur tablette, il faut nourrir le poisson en cliquant du bon côté de la bouche. Et c'est peut-être un petit test qu'on va utiliser, je passe assez vite parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Et donc on est en train de développer d'autres outils sur tablette, où par exemple qui font, alors soit sur tablette, soit par les tracking, je vous disais c'est une méthode qui permet d'utiliser que le regard, et où quand le patient regarde, par exemple, c'est des petits tests d'attention, hein, on va leur faire regarder une image, et puis il y a une deuxième image par exemple qui va apparaître, et il faut regarder celle qui correspond à la première, c'est un espèce de jeu de memory sur tablette. Hein. Puis d'autres images où il va y avoir, si on regarde suffisamment un œuf, il va éclore et il y a un poussin qui va sortir. En fait, c'est des choses très basiques mais assez ludiques et qui vont nous permettre de voir si, je ne sais pas, si au début de l'essai, il regarde, je ne sais pas, il a appareillé 3 images, puis après plus rien, et qu'à la fin de l'essai, il arrive en appareil 10, et bien rien qu'en termes d'attention et de concentration, on pourra dire on a quand même gagné quelque chose. Et après, en termes de rééducation avec l'orthophoniste, avec l'ergothérapeute, et ben c'est toujours ça de gagner pour la rééducation et pour les apprentissages chez ces jeunes adultes. Voilà, donc c'est ce qu'on veut développer en espérant le faire d'ici la fin de l'année pour qu'on puisse l'utiliser comme critère secondaire dans notre essai qui va vraisemblablement débuter en janvier prochain. Voilà, et à l'ère de la santé connectée, comme vous savez, il y a des tas de choses qu'on peut faire, donc ça on est en train de regarder aussi pour certaines stéréotypies, de juste mettre des bracelets aux patients pour quantifier les stéréotypies, par exemple, alors c'est plus pour le centre de Rett, mais voilà, ça peut aussi s'adapter, et donc on est en train de voir ce qu'on peut faire de plus quantitatif pour avoir quand même des mesures quantitatives d'amélioration chez ces patients. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Vous avez dit que l'essai se fera sur 32 patients. La question, c'est pourquoi ne pas faire un essai européen? Dans les maladies rares, on sait que, globalement, du fait d'ailleurs du problème de recrutement, mais aussi, est-ce que ce ne serait pas intéressant de lancer ça sur un point de vue européen, lorsqu'il va y avoir le réseau européen sur la déficience, que ça ne va pas être un cadre qui facilitera des PHRC européens? Alors, le PHRC, c'est un financement. Non, je sais. Voilà, parce que j'ai un autre PHRC en cours que je fais avec une équipe en Suisse et en Belgique, parce que j'avais pas assez de patients en France, c'est une maladie encore plus rare. Et donc ils ont participé à l'essai, mais ils n'ont pas financé, donc c'est compliqué. Le financement du PHRC, c'est que pour les centres français. Voilà, là on a eu l'opportunité, c'est très compliqué, enfin, comme vous savez, c'est très compliqué d'avoir des financements quand on fait des essais dans la déficience intellectuelle, parce que ça n'intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques, parce que mettre un médicament sur le marché pour 100 patients, je veux dire, ça ne les intéresse pas. Mettre un médicament sur le marché pour l'hypertension artérielle ou le diabète, ça les intéresse parce que ça va toucher plein de patients. Pour les maladies rares, ça ne les intéresse pas. Et là, la preuve, c'est qu'ils ne veulent même pas nous donner la molécule qui est sur le marché et qui sera juste pour eux une extension mise sur le marché, ce qui est vraiment pas grand-chose. Donc du coup, par les PHRC, nous, ça nous permet, ils essaient de privilégier les maladies rares, donc ça nous permet, nous, de faire des demandes et
voilà, cette année j'ai quand même réussi à être financée donc, pour celui-là et pour un autre dans le centre de Rennes. Donc on est un peu, voilà, ils nous favorisent un peu parce qu'ils savent qu'on a beaucoup de, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans la demande des financements. Alors c'est sûr qu'au sein de l'Europe, après je sais pas, j'ai pas vu passer d'appel d'offres pour ce type de projet au sein de l'Europe, mais pourquoi pas, oui. Ça sent, si on peut le faire à plus grande échelle, oui. Oui, j'ai 3 interrogations dans votre démarche. La première, la deuxième, la troisième. La première, c'est dans le déroulé de votre présentation, je vais les faire comme ça. Dans votre présentation, vous parlez du comportement et des tremblements. Moi, je comprends tremblement, je comprends pas du comportement par rapport à Angelman. Mais vous nous laissez entendre ce que vous appelez du comportement par vos échelles. Là, on commence à voir. Et là, donc, j'arrive à ma deuxième interrogation. Vos échelles sont manifestement adaptées au syndrome X fragile. Non, pas que X fragile, on les a utilisées récemment. Et je me demande si elles sont adaptées au syndrome d'Angelman. Vous pouvez avoir une réponse positive. Et troisième interrogation, c'est Angelman. Je ne sais pas si je m'avance en disant qu'il y a quand même deux clans, deux comportementaux. Il y a les personnes délétées et les personnes non délétées. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont beaucoup moins autonomes. Et je me dis, l'évaluation, je vois sortir la grille d'évaluation Vinland, elle n'a jamais été adaptée par rapport aux enfants Angelman. Donc, je me pose des questions sur tous ces trucs-là. Alors, on est obligé d'utiliser des échelles validées quand on fait l'essai thérapeutique. Et si elles ne marchent pas? Alors, c'est pour ça qu'on en développe d'autres. Mais l'essai ne passera pas si on ne prend pas d'échelle validée. C'est juste qu'on ne sera pas financé tout simplement. Donc, on a mis des échelles validées dans la déficience intellectuelle. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'on les a utilisés. Après, on a trop peu de patients pour se dire on prend que ceux, je ne sais pas, qui ont une mutation du gène du BE3A ou ceux qui ont une anomalie d'empreinte. On prend tous les patients, quel que soit le mécanisme génétique. Et l'autre question, c'était, voilà, alors on a mis, bien sûr, ils n'ont pas forcément tous les mêmes symptômes cliniques. Il y en a qui ne vont pas du tout être kinétorigide, d'autres qui vont pas avoir de tremblement. Mais voilà, on regarde tous les symptômes et je dirais que chaque patient est son propre témoin. Donc sur les symptômes qu'il a au début de l'essai, on verra ceux qui ont bougé avec le traitement. Et c'est pareil, s'il y en a qui sont plus, comme vous dites, il y a des patients qui sont plus sévères que d'autres, mais ça dans tous les essais thérapeutiques. Mais je veux dire, chaque patient étant son propre témoin, on va regarder par rapport aux symptômes initiaux d'un patient, soit sévère, soit plus modéré, et ben est-ce qu'il s'est amélioré lui par rapport aux symptômes qu'il avait au début de l'essai. Et donc voilà, peu importe, il y en a qui, je sais pas, qui avait 150 points, qui avait un langage, et un autre qui n'en avait pas du tout, hein, qui avait beaucoup de troubles du comportement et d'autres pas du tout. De toute façon, ce qu'on va voir, c'est s'il s'est amélioré par rapport à son état de base au début de l'essai. Et donc vous travaillez aussi sur les tremblements? On travaille aussi, oui, moi je suis neurologue de formation, donc je m'occupe aussi de tout ce qui est mouvements anormaux, mouvements involontaires et symptômes neurologiques. Donc et donc ça, on va regarder dans l'étude s'il y a quelque chose qui marche là-dessus. Surtout que le levodopa, c'est un traitement, initialement, c'est pas un traitement du comportement, hein, ça a marché sur le comportement des souris, mais il a l'AML pour des troubles moteurs dans une maladie neurodégénérative. Et comme disait Gérard, étude européenne, bon, mais 32, en gros, 32, c'est le minimum pour démontrer quelque chose. Exactement. Mais pourquoi pas plus, alors? Eh bien parce qu'on est les petites mains qu'on a, et qu'on n'est pas si nombreux que ça, et que, voilà, on a mis 32 parce que c'est ce que nos statisticiens nous a dit comme minimum, et qu'on se dit que si on arrive à induire déjà 32 rapidement et faire notre essai, après peut-être qu'on fera un essai à plus grande échelle sur un plus grand nombre de patients à l'échelon européen. Si déjà on arrive à montrer quelque chose, à valider nos échelles sur cette population, un an c'est pas très long, voilà, ça permet, je dirais, de le faire peut-être assez vite, de ne pas perdre, et puis après peut-être de le faire dans un cadre européen sur 100 ou 200 patients. Oui, moi j'avais deux questions. La première, il y a combien de visites sur l'étude? Alors, je crois qu'il y en a une de plus que sur mon... Parce que quand on a déjà présenté l'essai dans une réunion tripartite avec la DRCD, qui est la direction de recherche clinique, avec l'URC, qui est l'unité de recherche clinique de la Pitié, avec le centre d'investigation clinique et les FDE, donc l'investigateur principal, donc moi. Et ils nous ont demandé d'en faire une de plus, donc je crois qu'il y en a une de plus par rapport à ce que j'ai mis là. Donc il doit y en avoir physique, il y en a 1, 2, 3, il y a 4 physiques sur site, plus
coups de téléphone entre les visites. 2, 3, oui, ça doit être ça. Par exemple, 5 visites physiques au SIC et des visites intermédiaires au téléphonique. D'accord. Et alors, ma deuxième question, c'est pour des jeunes ou des adultes qui auraient un traitement neuroleptique ou déjà un traitement de dopage, s'ils arrêtent, est-ce qu'ils pourront être inclus? Oui, s'ils arrêtent, ils pourront être inclus. Et combien de temps faut-il qu'ils arrêtent? Alors, la lévodopa, la d'Olivier, en fait, assez. Je pense qu'un mois, on en a discuté avec les neuropharmacologues de l'URC, a priori, un mois suffit. D'accord. Pour la lévodopa, après les neuroleptiques, ça dépend des types qu'ils prennent. Il y en a qui ont une demi-vie plus ou moins, donc ça, on verra en fonction. Mais de toute façon, on va essayer au moment de l'inclusion, après, on ne va pas inclure tous les patients là, pour le premier mois, donc ceux éventuellement qu'on pourrait inclure, mais qui nécessiteraient un délai supplémentaire, on les inclura le deuxième mois ou le troisième. Mais la lévodopa, moi j'ai 2 patientes que les médecins ont mis sous lévodopa avec un bénéfice. Donc, ah oui. voilà, donc du coup, il y a une des mamans qui aimerait qu'il soit quand même dans les 7, donc il sera arrêté avant. Après, voilà, c'est. Un mois d'arrêt suffirait. Un mois pour la lévodopa, ça suffit parce que c'est éliminé très rapidement. On peut leur dire, parce que ça va commencer qu'en janvier prochain. Oui, oui. Hein, ok. Merci beaucoup en tout cas. Donc moi c'était plutôt un commentaire. J'aimerais remercier Dr Charles de cette démarche et de votre démarche qui envoie votre enthousiasme de vouloir faire avancer les choses et d'aider la situation. Donc, nous savons que c'est que sur les tremblements et avec votre présentation, nous voyons et avec vos questions, vous mettez justement le doigt dessus sur cette complexité. Et c'est complexe pour tous les essais cliniques, c'est pour toutes les thérapies. Et vous démontrez également le rôle des patients, notre rôle comme parents, et le rôle des 32 familles qui vont être dans cet essai clinique. Et de faire très attention à comment vous faites vos rapports, faire très attention à comment vous changez, etc. Parce qu'il est très difficile, peut-être il y a du succès, mais de le démontrer et la difficulté s'il y en a. Donc voilà. Merci. Une dernière question. Un anti-épileptique, c'est un neuroleptique? Non. D'accord. Par contre, il faut que l'épilepsie soit bien contrôlée. Ah bon. Magali, et après Aïcha. C'est une question un peu en marge. Moi, je suis plutôt concernée par les enfants de moins de 12 ans. Si l'essai thérapeutique américain est concluant, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour l'autorisation de mise sur le marché en France? Alors, si l'essai thérapeutique est concluant aux États-Unis, la FDA va vraisemblablement, c'est très long, hein, donc il y aura peut-être une mise sur le marché aux États-Unis. Après au sein de l'Europe et de la France, mais du coup dans cette population-là pour le moment, parce que ça n'aura été testé que là, il va falloir qu'on le valide aussi chez l'adulte pour que l'autorisation de mise sur le marché chez l'adulte. Mais si l'essai aux États-Unis est concluant, voilà, comme c'est une molécule qui est déjà sur le marché et que c'est juste une extension de mise sur le marché, s'il n'y a pas eu d'effet secondaire et pas de choses particulières dans cette population et qu'on a montré l'efficacité, elle va vraisemblablement être sur le marché. Surtout qu'il n'y a pas de problème de. Après, le problème du prix, c'est toujours compliqué avec les maladies rares, parce que quelquefois, le prix n'est pas le même pour la maladie rare et pour une maladie plus fréquente. Donc, ça, c'est autre chose. Nous, malheureusement, nous n'intervenons pas, mais ça peut être assez étonnant. Ma question rejoint celle de Magali pour la mise sur le marché, si vous avez des délais au niveau des enfants, pour l'essai clinique sur les enfants, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'était au niveau du phénotype, qu'est-ce qu'on peut voir comme amélioration sur l'essai clinique qui a été fait aux États-Unis par rapport aux enfants? J'ai aucune donnée d'efficacité, je ne sais pas. Aux États-Unis, ils n'ont rien publié encore. Il n'y a rien sur le site clinicaltrial.gouv parce que de temps en temps, ils mettent les résultats. Je sais juste, puisque j'ai échangé avec le PI de l'essai aux États-Unis, qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire grave. Mais sur l'efficacité, je ne sais pas. Et ils n'avaient pas sorti les résultats, donc voilà, ils ne savaient pas encore quel patient avait été traité, lesquels étaient sous placebo, mais pour le moment, je n'ai aucune idée de l'efficacité dans cette population. Et au niveau des délais? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont aussi longs qu'en France ou en Europe, la FDA, je ne sais pas, mais je pense que c'est long. Après, les résultats ne sont même pas sortis. Donc, le temps que les résultats sortent et qu'après, il y ait éventuellement une autorisation mise sur le marché, c'est sûrement plus rapide que si c'était un médicament complètement nouveau, pas déjà sur le marché pour une autre indication, mais... Juste une question. Juste, je voulais savoir si le G peut être un biomarqueur pour évaluer l'efficacité de la lévodopa. J'avais une deuxième question sur l'habituation à la molécule. Je voulais savoir si on avait déjà du recul sur ça.
C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible que la lévodopa agisse dans un premier temps et qu'ensuite, petit à petit, les effets de la molécule s'atténuent au fil du temps? Alors, le G, on ne le prend pas comme critère d'efficacité, puisque justement, on a dit qu'on ne voulait pas prendre des patients avec une épilepsie floride pas à contrôler, mais on le prend juste comme critère de tolérance, de vérifier qu'on a, c'est pour une raison X, qu'on aggrave l'épilepsie ou qu'on la provoque. Donc, c'était vraiment pour la safety qu'on va faire le G. Après, sur l'efficacité à long terme de l'évodopa, je ne peux pas du tout répondre, sauf l'expérience qu'on a dans la maladie Parkinson, en sachant que la maladie Parkinson, le problème c'est que c'est efficace pendant une dizaine d'années dans la maladie Parkinson, la lévodopa, ce qu'on appelle la lune de miel, avec des patients qui vraiment n'ont quasiment plus aucun symptôme. Après, c'est pas du tout le même genre de pathologie, puisque dans la maladie Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative où il y a une dégénérescence des neurones. Et en fait, le problème c'est que la lévodopa, elle va marcher tant qu'il y a des neurones, mais il continue quand même à dégénérer en 10 ans d'évolution et qu'il y a un moment où il n'y en a plus, et donc du coup, on a beau la donner, s'il n'y a plus le neurone en aval pour recevoir le composé normalement exprimé, enfin excrété, je dirais, pour être schématique, par les neurones qui dégénèrent, parce qu'il y a une dégénération, c'est un peu plus global après la maladie Parkinson, s'il n'y a plus de neurones cibles pour que la molécule soit efficace, effectivement, au bout de 10 ans, il y a une perte d'efficacité de la molécule, mais ce n'est pas du tout la même maladie, ce n'est pas une maladie du développement, c'est une maladie dégénérative. Donc, voilà. Après, je n'ai pas la solution, mais si ça marche déjà 10 ans, comme ça devrait marcher plus, puisque de toute façon, ce n'est pas une maladie neurodégénérative. Juste une question très rapide. Dans le protocole de l'étude, vous avez prévu 4 ou 5 visites et puis des entretiens téléphoniques. Dans les entretiens téléphoniques, ça veut dire que ce sont les parents qui vont évaluer. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de surévaluation? Non, les entretiens téléphoniques, c'est essentiellement pour la tolérance. En fait. Après, c'est pas encore passé au CPP, en comité de protection des personnes. Et donc, du coup, quelquefois, après le passage au CPP, ils peuvent vous dire, bah, nous, on pense qu'il faut une visite de plus, ou voilà. Après, c'est ouvert. Le protocole, il a été écrit, donc moi, je l'ai écrit pour être financé, donc il a été accepté tel que, mais après, là, on doit le réécrire de façon encore plus détaillée. Donc là, je suis dans la réécriture de l'essai de façon plus détaillée. Et si le CPP, après, me dit, bah, votre consentement, il ne va pas, enfin, après, ça peut encore être modifié le temps que le CPP peut le dire, bah non, en l'état, il faut que vous modifiez telle chose. Mais enfin, l'essai là, financier, enfin, il va se faire. Très bien, merci beaucoup.